Sommes-nous en délestage en République du Bénin? Bien malin qui pourra répondre à cette question, tant les coupures de courant sont aujourd'hui fréquentes. Pour répondre donc à cette question, nous avons choisi pour vous la meilleure en la matière. Je vais nommer Madame Faridat Naro Assoumant. Faridat Naro Assoumant est ingénieure d'énergie, experte des questions d'électrification et maîtrise d'énergie. Elle est un cadre de la direction technique de la société béninoise de production d'électricité. Elle est membre du bureau politique du Bloc républicain, avec elle nous allons parler actualité, parler de la crise énergétique, évoquer la cherté de la vie et pour finir, certainement sur les questions du différend qui oppose aujourd'hui le Niger au Bénin. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre émission préférée, Le Grand Oral, que nous animons depuis le studio Aboula Biochani. Mesdames, Messieurs, j'anime cette émission avec mon directeur général, Akilou Yakoubou. Akilou Yakoubou, bonsoir et merci de nous faire cet honneur de participer à cet entretien. Merci, chers confrères, merci, chers amis internautes, de nous suivre toujours au niveau de cette émission. C'est un plaisir de vous retrouver chaque fois que nous avons des invités qui puissent nous apporter, nous éclairer sur certaines questions cruciales. Voilà un peu ce que j'ai à dire. Merci, chers invités, d'être présents sur ce plateau. Merci, monsieur Akilou. Alors, bonsoir, madame notre invitée. Ça ne sera pas trop demander si je vous prier de vous présenter vous-même à nos téléspectateurs. Je suis Faridat Naro Assoumant, membre du Bloc républicain, ingénieur en énergétique et bonne citoyen du Bénin. Actualité nationale oblige, nous sommes presque en plein délestage aujourd'hui. Vous qui êtes du domaine, est-ce qu'on peut parler de délestage aujourd'hui en Bénin? En ce qui concerne le délestage, il faut dire que le Bénin a fait d'énormes efforts en matière d'électricité. Nous revenons de très loin. Et en 2016, si vous avez bonne mémoire, nous étions encore à 0% de production d'électricité. Aujourd'hui, grâce aux efforts du gouvernement, nous avons pu construire 2 centrales, notamment la centrale thermique de Maria-Gleta qui produit 127 MW et la centrale de Pobé, une centrale solaire de 25 MW qui arrive à assurer au moins 60% de la demande nationale. Mais on ne pourra garantir cette électricité sans gaz. Et c'est ça qui est le problème principal, parce que le Bénin ne fournit pas de gaz. Nous n'avons pas de puits de gaz. Nous dépendons du Nigeria. Et il arrive qu'au Nigeria, eux-mêmes, ils ont besoin d'approvisionner leur population, ce qui ralentit les stocks à notre niveau et on remarque ces problèmes d'insuffisance d'électricité. Mais il y a beaucoup de projets en cours, beaucoup de projets et très bientôt, par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir quand même assurer 100% de la demande nationale. Le chef d'État, le président Talon, disait la dernière fois que le Bénin est capable de fournir de l'électricité pour les demandeurs chinois vivant à Cotonou. Il l'a dit, mais nous sommes aujourd'hui en pleine difficulté d'énergie. Qu'est-ce que cela vous explique ça? Est-ce qu'il a dit? Est-ce que nous vivons aujourd'hui? Y a-t-il pas de dichotomie, de déphasage? Non, je pense que ce problème d'électricité n'est pas spécifique au Bénin. Nous avons le même problème au Togo. Et il y a même le plan de délestage au niveau du Togo qui montre qu'à partir de 18h jusqu'à 7h du matin, il y a toute une zone 3 qui sera délestée. Et non seulement ça, on voit aussi les problèmes au niveau du Nigeria, au niveau de la Côte d'Ivoire et même au niveau du Ghana. Donc, cette ambition de fournir l'électricité moins chère qu'à celui de la Chine, c'est toujours d'actualité, mais c'est juste une crise qui se voit dans toute la sous-région. Vous avez évoqué l'alimentation par le gaz. Pourquoi avoir opté pour le gaz alors qu'on aurait pu prendre du carburant qui est plus accessible, l'essence, le gazole et autres, pour pouvoir alimenter nos centrales? Non, mais vous savez, il s'agit de projets. Vous allez me demander pourquoi avant ce régime, il n'y avait pas de centrale.
parce qu'on le remarque encore aujourd'hui. Non, il y avait des centrales. Oui, La centrale, le nom Maria Greta, c'est quand Non, même... ça c'est un éléphant blanc. Il y a Iboulik qui l'avait évoqué. Et il y avait eu même de production de... Même si ça a pété en son temps. Oui, mais ça a été un éléphant blanc. Donc aujourd'hui, nous sommes venus avec une stratégie de centrale qui puisse être plus efficace, qui puisse être plus performante et faire en sorte qu'on puisse garantir une pérennité dans l'approvisionnement. Je pense que cette idée de construire une centrale thermique a été étudiée avec des études techniques, voire des investissements, et c'est aussi parce que ça a moins d'impact environnemental et social que les autres combustibles. Donc pour que des grands bailleurs acceptent d'investir, c'est des milliards, dans une centrale, il faut que ça puisse répondre à certains indicateurs, notamment d'impact environnemental et social. Vous parlez de gaz, alors que nous avons le soleil à nous tuer. Pourquoi ne pas verser un peu dans le photovoltaïque pour nous fournir du courant? Bien sûr. Aujourd'hui, nous avons la centrale de Pobet, des Fissols, qui produit 25 MW, mais c'est en journée. Le soleil se limite à 18 heures. Et il y a actuellement 2 autres projets, je pense, qui seront quand même mis en service avant 2026. La centrale Forsol, toujours à Pobet, 25 MW, était déjà même... Oui, quand vous dites Forsol, pour nous, les profanes, ça veut dire quoi? Forson, ça veut dire Forson, pour le soleil. C'est un nom qui a été donné au projet de production solaire dans ce site-là. Et il y a aussi le projet qui est financé par les Japonais, TTC, qui fera en sorte que juste sur le site de Pobet, là-bas, on passe de 25 MW à 75 MW. Mais tout ça, ça reste en journée. Alors que la pointe, on la remarque de 19h à 21h. Quand tout le monde rentre chez lui, on allume les climatiseurs, les télévisions, tout est allumé. Il y a une hausse de la demande qui passe jusqu'à 330 MW alors qu'il n'y a plus de solaire en ce moment. Et on ne peut compter que sur le thermique et sur les importations venant du Nigeria et du Ghana. Est-ce qu'on pourra s'en sortir de sitôt de cette crise-là? Bien sûr. C'est espoir. Il y a de l'espoir. Avant 2026? Oui, avant 2026, je pense qu'il y a de l'espoir et le gouvernement continue dans ses efforts. Normalement, s'il y a du gaz en permanence, on arrive déjà à gérer plus de 60%. Il y aura bientôt peut-être des partenariats avec des pays bilatéraux, des contrats bilatéraux qui vont permettre quand même d'assurer cette sécurité d'approvisionnement de l'électricité. Oui, vous qui êtes du domaine, comparé aux autres pays, à l'échelle de 10, le Bénin se positionne à quel niveau? Comparé au Togo, au Nigeria, même au Ghana? Et le Bénin ne fait même pas partie des 10 pays les plus en difficulté. Je vais donner l'exemple simple. Vous avez votre voiture. Vous êtes autonome. Mais quand vous n'avez plus d'essence dans votre voiture, vous faites comment pour vous déplacer? C'est compliqué. C'est compliqué. Là, vous n'êtes plus autonome à cet instant. Mais une fois que vous avez le combustible, l'essence et tout, ça recommence normalement. Donc, on peut déjà dire que le Bénin a atteint une partie de son autonomie énergétique, mais qui reste quand même dépendant du combustible qui n'est pas de nous. Donc ça, c'est qu'il doit y avoir des études. Il y a même déjà des études, des stratégies qui sont mises en place pour pouvoir gérer ce côté. Est-ce qu'on pourra se départir de ce besoin-là qu'on a du Nigeria? Un jour? Un jour, oui. Un jour, oui, parce qu'il y a déjà la centrale thermique à Glodjigbe qui est en projet, qui va produire 200 MW pour la zone industrielle. Et si on a le gaz à ce niveau, ça veut dire qu'on répond entièrement à notre demande. Et avec les projets solaires, il y aura d'autres projets aussi de centrales hydroélectriques en cours. Je pense qu'il y a beaucoup de projets qui, d'ici quelques années, vont permettre d'assurer l'offre et la demande en matière d'électricité. Moi, j'ai une dernière question sur l'énergie. Aujourd'hui, avec le président Talon, il y a tant de réformes que parfois on s'embrouille. C'est quoi cette nouvelle société, cette dénomination de société béninoise de production d'électricité, alors que le Bénin n'est pas pour autant un grand producteur d'électricité? Pourquoi cette société? Et qu'est-ce qu'elle fait? Non, M. Takou, on ne dira pas que le Bénin n'est pas un grand producteur. Le Bénin n'était pas un grand producteur à l'époque. Aujourd'hui, nous sommes quand même un grand producteur parce que nous avons quand même une capacité de 152 MW. Ce n'est pas petit. Et il y a plein d'investissements dans ce sens. Et la SBPE a été effectivement créée par réforme pour pouvoir assurer l'équilibre de l'offre et de la demande, garantir l'électricité à tous les citoyens béninois. Mais nous ne distribuons pas. Nous produisons, nous revendons à la SBE qui s'occupe à son tour de la distribution. C'est la SBE qui s'occupe de voir si
au niveau des lignes électriques, la distribution a été bien faite? Est-ce que les gens ont de compteurs? Tout ça, c'est au niveau de la SBE. Nous nous occupons à notre niveau de juste assurer l'approvisionnement. Nos centrales, nos unités de production, est-ce qu'elles fournissent convenablement? Les systèmes d'importation, est-ce que c'est garanti? Et pour le reste, nous laissons ça à la SBE qui s'en occupe. Cette SBE qui est chargée quand même de nous vendre le courant, qui est censé savoir qu'à Bodomé, il y a un problème, à Bodje, il y a un problème. Il se fait que tous leurs dirigeants sont des expatriés, des blancs. Est-ce que cela cadre bien? Bon, vous savez, toute action faite par l'État est forcément bien réfléchie. Et si aujourd'hui le gouvernement a décidé de faire une gestion déléguée de la SBE, c'est parce qu'il y a eu des réflexions approfondies sur le sujet. Et comme je vous l'ai dit, le Bénin reste souverain et la production d'électricité reste souveraine. La SBPE, qui est une société d'État purement. La SBE n'est là que pour commercialiser. Donc pour ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et puis nous sommes toujours dans une dynamique de renforcement de capacité, dans un transfert de compétences. Une fois que tout le système sera mis en place, ça reviendra peut-être aux nationaux. Sans transition, madame, vous êtes optimiste quant au problème de courant, mais les syndicalistes ont marché récemment et ont déploré le fait que nous soyons dans un contexte de cherté de la vie. Cherté de la vie, vous êtes une femme, mère d'enfant. Est-ce que nous sommes heureux au Bénin aujourd'hui? Bien sûr que nous sommes heureux au Bénin, et très heureux. C'est vrai que le panier de la ménagère a été réduit pour une même somme. Aujourd'hui, on a à peu près à peine la moitié de la provision au marché. La cherté de la vie n'est pas propre au Bénin. Et puis, je pense que les raisons sont multiples. Déjà, on prend la spéculation alimentaire. Vous prenez les commerçants, une fois qu'ils font l'approvisionnement des produits vivriers, ils stockent. Ils attendent que les prix grimpent pour pouvoir revendre sur le marché. À qui la faute? Il y a aussi le fait que le Bénin soit quand même un pays positionné stratégiquement dans la sous-région et les pays du Sahel se retrouvent en instabilité sociopolitique, ce qui fait qu'ils sont obligés de se ravitailler dans nos stocks. Bon, la dernière raison qui est la principale et que nous connaissons tous, c'est bien sûr la fermeture de la frontière avec le Niger. Du côté du Niger, bien sûr. Et là, vous voyez qu'il y a des exportations frauduleuses de nos céréales et les commerçants là-bas vont forcément augmenter le prix qui automatiquement impactera le prix ici parce que ça dépendra de l'offre et de la demande. Maintenant, vous le savez, le Bénin, nous produisons plus de 2 millions de tonnes de maïs par an. Et nous consommons à peine 1 million de tonnes. Qu'est-ce que nous faisons avec tout le reste? Donc la question, je pense, revient aux populations, aux commerçants, pour qu'on puisse s'entraider et arrêter ce problème. Toujours par rapport à cette question de cherté de la vie, les syndicalistes décident toujours de marcher puisqu'ils sont dans cette dynamique-là. Qu'est-ce que vous pensez de ces marches-là? Parce que elles ont des échos sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce n'est pas embêtant pour vous? Non, nous sommes dans un pays démocratique. Tout le monde peut marcher s'il le fait dans de bonnes conditions. Tout ce qu'on demande, c'est de ne pas faire de l'anarchie, de ne pas faire de troubles à l'ordre public, c'est de ne pas créer ou de ne pas se laisser manipuler par des mouvements arrière juste pour influencer l'opinion publique. Parce que nous avons un ministre de l'Agriculture. Donc quand vous voulez vous plaindre, vous allez vers le ministre de l'Agriculture. Quand vous voulez vous plaindre, vous allez vers les bonnes personnes. Maintenant, si vous voulez faire des marches, prenez les autorisations nécessaires. Ok, bon, parlant toujours de crise, de cherté de la vie, vous avez abordé le maïs qui s'offre frauduleusement par le Niger. Donc voilà que la frontière du côté du Niger est fermée. Qu'est-ce que vous pensez de ce conflit diplomatique entre le Bénin et le Niger et surtout de la position du gouvernement béninois? Moi, je pense franchement, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. Le Bénin et le Niger ont toujours été des pays frères. Ce conflit que nous voyons là, ça affecte beaucoup plus les populations. C'est elles qui sont les victimes collatérales. Le Bénin et le Niger ont toujours vécu en toute fraternité. Et je ne pense pas que ça va changer. Cette histoire de frontières n'est que virtuelle. Maintenant, la propagande qui se fait en arrière ne devrait pas être prise en considération. Et à ce titre, j'invite. Mais il se fait que lorsqu'on écoute un Simi Keba ou Nathalie Yam, ces gens qui confortent
la position de Niamey. J'ai suivi récemment une vidéo de Kémy Séba dans laquelle il insistait que contrairement à l'histoire de la base militaire française au Bénin, que c'est des légionnaires français, mais de peau noire, qui rentrent au sein de l'armée béninoise, se confondre en notre armée pour lancer des projets d'attaque du Niger. Lorsqu'une junte au pouvoir apprend ces genres d'informations, est-ce qu'elle sera disposée à ouvrir la frontière de son côté? Moi, je pense que s'attarder sur des paroles d'un certain Kémy Séba, c'est le suivre dans ses instabilités mentales. Ce monsieur-là, je ne sais pas si vous le savez, en fait, son docteur en temps a fait sortir qu'il a des troubles mentaux. Kémy Séba? Kémy Séba. Il a des troubles de la personnalité paranoïaque, il a des troubles antisociaux, je pense on appelle ça, et des troubles de narcissisme. Ce sont des gens qui ont besoin de montrer qu'ils sont au-dessus de tout, qu'ils ont le pouvoir, ils veulent influencer. Et ça se justifie, hein? Peut-être que vous n'en savez pas trop sur lui. C'est quelqu'un qui a vécu très jeune la séparation de ses parents. Donc, il revoit dans la figure du président Talon ce père qu'il n'a jamais eu. Et il a cette obsession de vouloir l'attaquer, de vouloir se venger, de prendre tout ce qu'il fait en négatif. Il compare le président Talon à son papa. À son papa. Alors que nous, c'est notre papa. Et nous ne permettrons pas qu'il continue à manipuler l'opinion des jeunes. Vous avez quel indicateur? Vous avez quel moyen de pression sur quelqu'un? Bien évidemment, il n'est plus français, à ce que je sache, qui est béninois, mais qui ne vit pas au Bénin. Quel moyen de pression vous avez pour lui, le contenu dans ce qui devrait être? Non. Vous savez, quand un fou vous dérange là, c'est quand vous lui prêtez de l'attention qu'il continue dans sa folie. Hein. Et il vous fait mal en intoxiquant non, du côté de Niamey? Il se fait mal à lui-même. Parce que la jeunesse actuelle du Bénin, là, nous sommes conscients des réalités. Cette histoire de panafricanisme, de nos pères de l'époque, ils l'avaient fait pour révéler l'Afrique, les capacités, les forces de l'Afrique, et non pas pour entrer dans des discours haineux. Aujourd'hui, nous n'avons plus le temps de regarder en arrière. C'est l'avenir qui nous intéresse. Et nos réalités au Bénin ici, là, c'est l'énergie, c'est l'eau, c'est les centres de santé, ce sont les écoles, c'est le développement. Et toute la jeunesse devait aller dans cette dynamique de contribuer au développement du pays à travers les programmes d'action du gouvernement, à travers l'insertion dans des projets, se rendre utile. Kémy Séba, c'est une histoire révolue qui a besoin aujourd'hui de se donner une personnalité. Il a besoin de se convaincre de quelque chose qu'il n'est pas. Kémy Séba n'a aucun diplôme. Hein? Et puis, je ne pense pas que c'est ce qu'on recherche au Bénin. Lui, c'est normal, il était français. Je pense qu'il a même perdu sa nationalité. Il a besoin d'un refuge. Et il ne peut pas comprendre nos réalités. Quelqu'un qui est né en France, qui a ses parents naturalisés français, qui a vécu toute son enfance dans les rues de France, comment est-ce qu'il peut comprendre la femme qui est dans le marché là-bas et qui a besoin de vendre ses aliments pour pouvoir nourrir ses 6 enfants dans la maison? Ce dont on a besoin aujourd'hui, ce sont des patriotes, des gens qui pensent au développement du pays, pas des gens qui vont aller raconter des bêtises pour défendre un pays extérieur. Si réellement des gens sont panafricanistes là, normalement ils devaient déjà être patriotes. C'est par là que commence le panafricanisme. Et votre sœur Nathalie Yam, qui est camerounaise d'origine, c'est vrai, on n'entend pas souvent parler du Cameroun. Elle aussi s'est prononcée de façon très dure contre le chef d'État béninois. Vous êtes une femme béninoise, vous êtes panafricaniste peut-être de votre genre. Qu'est-ce que vous avez à dire à cette femme? Nous sommes tous panafricanistes et je ne pense pas qu'il y ait plus panafricanisme que le président Patrice Talon. Parce que nous avons vu quelqu'un qui s'est battu pour emmener les trésors royaux dans son pays, en Afrique, sur la terre africaine. Quelqu'un qui a révélé la porte du non-retour, qui a mis en place la statue de l'Amazone, la place Bioguera, qui s'investit autant dans la culture africaine et dans la révélation de nos valeurs africaines. Pour ça, il n'y a rien à dire. Mais cette jeune femme, je trouve que c'est dommage, parce qu'elle a sûrement un besoin
de se sentir affirmé sur les réseaux sociaux, d'avoir beaucoup de followers, d'avoir des vues. Vous savez, c'est une épidémie actuelle hein, dans la gente féminine. Chacun a besoin de se faire remarquer, donc elle n'a pas trouvé de sujet si ce n'est se baser sur le Bénin. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne s'intéresse pas au Cameroun? Le président camerounais, là, il a fait combien de temps au pouvoir? Non, j'étais là 40 ans quand même. 40 ans et on n'est même pas sûr qu'il quittera de sitôt. Non, il a encore un mandat à faire. Ah, ben dis donc. Donc, elle est très mal placée pour parler de notre pays, de sa souveraineté, de notre démocratie, de nos valeurs. Et une femme qui s'adresse comme ça sans source parce qu'elle n'est ni politique, je ne sais même pas ce qu'elle est, c'est juste panafricaniste, des réseaux sociaux, c'est très facile ça. Et ça montre l'oisiveté. C'est l'oisiveté parce que si des femmes comme ça avaient leur foyer, une carrière professionnelle, des ambitions, elles n'allaient pas se permettre de sortir autant de balivernes sur un président quand même, un homme respectable. C'est l'ingénieur en énergie qui parle. Maintenant, par rapport à cette crise, au regard de cette intoxication à laquelle nous assistons, qu'est-ce que vous avez à dire, par exemple, aux autorités nigériennes qui facilement croient ces personnes-là? Non, je pense que le Bénin a déjà montré son ouverture au dialogue et à la conciliation. Le président a tendu la main et jusque-là, sa main reste tendue. Pour l'affaire du pipeline, tout ce qu'on a demandé, c'est que ça soit fait de façon formelle. Parce qu'on ne peut pas refuser de coopérer avec le Bénin et profiter de son territoire. Mais toutefois, je pense que le Bénin reste ouvert à toute amélioration de la situation. Et nous invitons toutes les personnes qui sont capables de trouver des solutions de nous aider à le faire. Et pour le reste, ceux qui sont proclamés pseudo-panafricanistes, qu'ils arrêtent immédiatement. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, ça n'arrange personne. À commencer par eux-mêmes. Puisque Kémy Séba, on l'a appris depuis un mois qu'il envisage d'être candidat à la présidentielle en 2006. En France alors? Non, ici au Bénin. Non, ce n'est pas au Bénin. Il a dégagé le président alors. Non. Voilà, il est encore très jeune pour ça. Parlant de 2026, vous êtes membre du bureau politique du BR. Qu'est-ce que vous prévoyez au sein du BR par rapport à 2026? Qu'est-ce qui se traque à ce niveau-là? Parce qu'on entend des bruits au B ailleurs. Ça fait du boucan. Bon, vous savez, 2026, c'est encore loin. Hein. On ne pourrait se prononcer maintenant sur les prévisions. Toutefois, je pense que nous sommes dans une dynamique de travailler ensemble, tous les partis de la mouvance, et de se compléter. L'essentiel aujourd'hui, c'est de garder le pouvoir, de continuer dans la même dynamique. Parce que nous ne sommes pas prêts à retourner à 10 ans en arrière. Donc pour ça, je pense que le Bloc républicain continue de travailler avec les populations. Nous sommes avec le peuple et pour le peuple. Merci Madame Faridat Assouban. Est-ce que vous avez un mot de fin pour clore cet entretien? À l'endroit du président Patrice Talon, je dirais que pour tout travailleur, ce régime ou cette gouvernance a été la meilleure depuis 60 ans d'indépendance. Ce gouvernement ou ce président nous a appris à travailler avec labeur et aucunement nous n'avons envie de perdre toute cette capitalisation. Nous lui souhaitons vraiment courage pour la suite et nous le remercions, je le remercie pour tout cet élan et cet engagement envers le développement du pays et envers l'avenir des futures générations. Nous, les Béninois, vont toujours continuer par le fatiguer. Comme un enfant qui fatigue son père pour en avoir toujours plus. Mais ça ne veut pas dire que nous ne l'aimons pas. Ça veut juste dire que nous comptons sur lui et que nous continuerons à le soutenir, peu importe ce qui se passe. Vous l'avez entendu, Mme Naro a été claire pour dire que les Béninois sont toujours des enfants aussi bien aimés du président Talon, comme il l'aime aussi, parce que nous nous comportons, selon elle, comme des enfants qui attendent plus du chef de l'État qu'il nous donne. C'est la relation filiale qui s'exprime comme ça. Mme Naro aussi a dénoncé le comportement de certains, soi-disant, dit-elle, panafricanistes, et qu'elle souhaite que l'autorité nigérienne puisse
et savoir raison garder, comprendre que la main tendue du chef de l'État, Patrice Talon, soit gardée et afin que nous fermions cette page-là. Quant à la cherté de la vie, elle a fait des vœux, elle a déploré la situation dans laquelle nous sommes, mais elle a espoir, elle a expliqué les raisons qui font grimper les prix actuellement dans notre pays, et tout cela entrera dans le passé à en croire ses propos. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis sur cette émission et prenez rendez-vous pour la prochaine fois.